Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio et en fait la radio ensemble, 4e épisode de cette série composée de 6 numéros à l'occasion de la fête de la radio. Des ondes Vocast. Comme vous le savez, la fête de la radio célèbre les 100 ans de la radio, les 40 ans de la libération de la FM, mais aussi la radio numérique à l'occasion notamment du lancement du DAB+ national cet été. Et on va donc consacrer ce numéro à ce 3e volet de la fête, la radio numérique, et j'accueille pour cela Olivier Audoux, rédacteur en chef du site choup.fr et journaliste à Lettres Pro. Salut Anthony. Alors le domaine du numérique dans la radio, c'est assez vaste. Par où on pourrait commencer pour parler de numérique avec la radio ? Alors comme tu dis, c'est assez vaste. Toi-même, tu es un spécialiste du numérique et de l'innovation audio en relation avec la radio. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer avec un peu d'histoire et notamment les premières traces du numérique dans la radio, notamment dans la relation avec les auditeurs, le contact avec les auditeurs. On a presque oublié, mais dans les années 80 et 90, on avait déjà des canaux de communication numérique avec les auditeurs, à savoir le bon vieux Minitel. Et oui, sur les radios jeunes FM, ça a pris une place importante. Chacune avait bien sûr son serveur, le 3615, 3615 Énergie, 3615 Fun Radio, etc., où on y trouvait toutes sortes d'informations sur la radio, sur ses programmes, ou même des services marchands qui étaient rattachés à la radio. Dans les années 90, ces services télématiques, comme on les appelait, ont pris encore plus d'importance avec le développement des libres antennes, notamment sur les radios jeunes. Sur Fun Radio, par exemple, le 3615 Fun Radio rubrique directe permettait aux auditeurs de partager leurs messages avec les animateurs et les auditeurs. Un peu des chats avant l'heure d'Internet, mais aussi pour la première fois la possibilité pour les animateurs de recevoir des réactions en direct des auditeurs sans passer par le standard. Ces services atteignaient un nombre de connexions record et vu qu'ils étaient payants, en gros de 20 à 34 centimes d'euros par minute, c'était aussi une source de revenus pour la radio. Alors bon, plus tard est arrivé Internet, les radios, certaines ont mis un peu de temps à s'y mettre, les expérimentations c'était avec des chats pour les radios. Oui, c'est vrai. Les radios en général ont commencé assez tard en France à lancer leur site internet. Et c'est vrai que la première utilisation, encore une fois, c'était avec les chats. Si je reprends l'exemple de Fun Radio, par exemple, ils ont lancé assez tôt leur chat IRC, irc.funradio.fr, voilà, dès la deuxième moitié des années 90. Et ça a progressivement remplacé le Minitel dans cette interaction avec les auditeurs. Bon, n'essayez pas, irc.funradio.fr, ça n'existe plus. Parlons des autres aspects du numérique. D'abord, pour la conception des programmes, les années 90 amènent d'ailleurs les premiers logiciels d'automation. Et oui, et c'est une autre révolution du numérique, et notamment pour les radios locales, tant commerciales que associatives. Dans les années 80, ces radios, elles complètent encore leurs heures creuses, la nuit et les week-ends notamment, avec des bandes préenregistrées. Ou avec des banques de programmes comme l'AFP Audio par exemple. Mais bon, au bout d'un moment, la concurrence des réseaux était si rude que ces solutions ne suffisaient plus. Donc pour rivaliser, il fallait vraiment une antenne personnalisée 24 heures sur 24. Et ce changement, en fait, a été fondamental pour les radios locales, l'arrivée des logiciels d'automation, car ça leur a permis de se professionnaliser et en même temps de contrôler davantage leurs coûts, notamment avec l'utilisation du voice track, qui a encore une fois permis d'améliorer aussi la personnalisation de l'antenne et tout au long de la journée, de la nuit et du week-end, tout en maîtrisant leurs coûts. Alors niveau usage, le numérique c'est aussi une révolution. Ça commence comment ? On se souvient que dès la fin des années 90, les radios musicales, dont la première d'entre elles, Énergie, se posent des questions sur l'impact à l'époque des baladeurs numériques dans la consommation des radios musicales et donc de la consommation de la musique. À l'époque, la peur de radios comme Énergie se focalisait sur l'iPod d'Apple, qui a quasiment disparu aujourd'hui. Et effectivement, la menace ne viendra pas des baladeurs. D'ailleurs, Énergie deviendra même première radio de France devant RTL au début des années 2000. Non, il faudra attendre l'émergence de la DSL, puis des smartphones, des Spotify, et puis plus tard des réseaux sociaux pour voir un réel impact sur les audiences. Aujourd'hui, on est à l'apogée de ce risque, avec les audiences des radios musicales très fortement impactées par le numérique. Des millions d'auditeurs ont déserté les ondes. Alors, c'est pas que la musique, de manière générale, les smartphones ont accaparé du temps de cerveau disponible qui était autrefois accaparé pour la radio. Quelle attitude a pris l'industrie radio face à ces menaces au fil des années ? C'est assez intéressant, pour répondre à ta question, c'est assez intéressant de regarder l'évolution sur 10 ans des programmes, des conférences professionnelles de l'industrie radio, comme par exemple les Radio Days Europe ou le Paris Radio Show. Il y a 10 ans encore, certaines sessions se consacraient effectivement à ces nouveaux risques, mais je dirais avec un regard assez distant et circonspect, un peu du style, bon, le mieux c'est
de pas faire grand-chose, de consolider nos acquis et de continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux et qui sera de toute façon irremplaçable pour nos auditeurs. Alors c'était en partie vrai, puisque le socle d'auditeurs de la radio encore aujourd'hui reste très fort. On a toujours 70% de la population qui écoute la radio de manière quotidienne et même 80% de manière hebdomadaire. Mais bon, cela dit, il y a quand même une baisse très importante, notamment récemment, et notamment une saignée chez les jeunes. Et l'industrie a dû progressivement revoir sa copie. Les auditeurs, certes, aiment que des programmateurs leur préparent, leur chouchoutent une antenne en direct avec des enchaînements parfaits, le bon disque au bon moment, de l'info, de l'animation au poil, je dirais. Mais inexorablement, les smartphones ont aussi éduqué les gens à être leurs propres programmateurs dans tout ce qu'ils font. Leur audio, mais aussi le reste, leur contenu, leurs loisirs, leur information, etc. Dans leur vie, en somme. Donc voilà, le smartphone, c'est une nouvelle télécommande. Et ces dernières années, si on regarde les programmes de ces conférences professionnelles de l'industrie radio, on voit que progressivement, on a commencé à parler davantage de contenu, des nouveaux modes de consommation, notamment en différé, de la présence sur le numérique, sur les réseaux sociaux, etc. Et bien sûr aussi sur la façon de les monnayer, puisque qui dit nouveaux canaux dit eh bien des potentielles nouvelles sources de revenus, surtout quand la façon traditionnelle de faire de la radio, le chiffre d'affaires sur cette partie-là est en baisse. Alors dans le numérique, il y a aussi les canaux de diffusion. Le podcast est apparu il y a une vingtaine d'années déjà, mais il y a aussi les portails d'agrégation de contenu, tant pour le direct que le différé. On a vu aussi récemment l'apparition de Radio Player en France. On en parlera juste après avec Yann Le Garçon, directeur général de Cosmos, qui opère cette plateforme. Mais bien avant, il y avait TuneIn et tout un tas de portails tiers. Et au niveau de la diffusion hertzienne, il y a aussi le DAB+. Alors oui, le DAB+, on en parle depuis des années. C'est apparu dans les années 90 au Royaume-Uni. À l'époque, c'était le DAB tout court. Le DAB, il est apparu comme une nouvelle technologie permettant de mettre plusieurs radios sur une même fréquence avec un son potentiellement meilleur que celui de la FM et une écoute sans discontinuité sur les trajets routiers. Toutes les radios ou presque sont dans l'aventure, comme pour Radio Player. 25 radios nationales qui commenceront à émettre, d'abord sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, puis progressivement sur le reste de la France. C'est bien ça, Olivier ? Ouais, c'est ça, et je dirais, c'est une des beautés du DAB+, c'est qu'on peut ajouter autant d'émetteurs qu'on veut sur son canal de diffusion et donc densifier sa couverture sans interférence d'une ville à l'autre. On sait qu'en FM, à cause des problèmes de synchronisation, il faut décaler les fréquences d'un émetteur à l'autre, d'une ville à l'autre. Et donc, on ne peut pas mettre beaucoup de radios juste parce qu'on doit espacer les radios. Dans le DAB+, à partir du moment où sur une plaque donnée, eh bien, on peut densifier son réseau autant qu'on veut de façon à couvrir parfaitement sa zone de diffusion. Avec le DAB métropolitain qui va être lancé cet été, on va voir la puissance de cette technologie. Parce que potentiellement, dans quelques années, eh bien, on aura 25 radios nationales qui pourront émettre sur l'ensemble du territoire, dans n'importe quel coin, sur n'importe quelle route, sans avoir à attendre un appel à candidature pour compléter des trous dans la couverture. Les radios, à partir du moment où elles densifieront leur parc d'émetteurs, eh bien, elles pourront couvrir toutes les zones qu'elles le souhaitent sur l'ensemble du territoire. Je propose d'écouter le spot pour promouvoir le DAB+, visant à expliquer au grand public l'intérêt du DAB+. On écoute. Chez nous, on est plutôt gâtés. Grâce à la radio, on peut se réveiller en musique, on peut avoir les infos au petit déjeuner et sur le chemin du boulot, on peut entendre les dernières infos trafic. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour écouter la radio. Car tout comme la télévision et la photo sont passées au digital, la radio fait aussi sa transition numérique. Aujourd'hui, vous passez déjà près d'un 1/5 de votre temps à écouter la radio en numérique, sur votre ordinateur, votre téléviseur ou via une app sur smartphone ou tablette. Mais tout cela a un coût, car vous devez aussi payer une connexion Internet ou la télédistribution. La solution, c'est d'écouter la radio en DAB+, un signal audio numérique diffusé par voie hertzienne. Ce successeur digital de la FM offre la meilleure qualité sonore, gratuitement et où que vous soyez dans notre région. Le DAB+ vous permet non seulement de trouver très facilement vos stations favorites par leur nom, il donne aussi accès à un tas de nouvelles radios et même à des infos sous forme d'images et de textes. Car si votre récepteur DAB+ le permet, vous recevez aussi des infos visuelles, sur le titre qui passe ou sur la météo par exemple. Le DAB+ est le nouveau standard radio européen. Vous trouverez déjà en magasin de très nombreux récepteurs DAB+,
à des prix tout à fait abordables. En voiture, la généralisation de ce nouveau standard sera encore plus rapide. À partir de 2021, une directive européenne impose aux constructeurs automobiles de rendre leur autoradio compatible DAB+, sans supplément de prix, comme beaucoup de marques le proposent déjà. L'avenir de la radio est donc numérique. De plus en plus d'auditeurs vont découvrir les avantages du numérique et passer au DAB+, car cette nouvelle technologie numérique est gratuite, plus fiable, plus diversifiée, plus visuelle, plus simple, plus verte et plus sûre. Le numérique est partout, dans votre radio aussi, grâce au DAB+. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le DAB+, en surfant sur dabplus.fr. DAB+, ma radio en mieux. 25 radios nationales partout en France. Toi, ça te fait rêver, Olivier? Ah oui, ça fait rêver parce que je pense que c'est une vraie chance pour la radio, vraiment d'avoir une très grande qualité d'offre, c'est-à-dire en termes de nombre, mais aussi, encore une fois, sur la couverture. Alors bien sûr, pour les auditeurs, il va falloir s'équiper, ce qui n'est pas forcément évident à l'heure des smartphones, mais l'automobile devrait bien aider puisque les radios doivent désormais avoir le DAB+ de série conformément à la loi. Côté réception à la maison, les prix ne font que baisser avec l'augmentation de la taille du marché, donc les auditeurs devraient aussi trouver leur compte. Avec le déploiement du DAB+ un peu partout en Europe, alors il y a des exceptions, mais avec le déploiement un peu partout en Europe, eh bien on a un vrai mouvement d'ensemble sur l'Europe, un petit peu comme pour Radio Player d'ailleurs. Et justement, parlons de Radio Player. Je suis ravi d'accueillir Yann Le Garçon, directeur général de Cosmos, qui opère Radio Player. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors nous avons déjà parlé avec Olivier de Radio Player au cours de l'émission publiée le 1er mai 2021. Alors Radio Player, c'est une plateforme qui agrège les principales radios françaises. C'est le portail unique pour écouter les radios et leurs podcasts, quel que soit l'appareil connecté, smartphone, ordinateur, enceinte, tableau de bord, de voiture, télé, etc. L'intérêt de Radio Player réside dans le fait que ce sont les radios qui s'allient et maîtrisent ensemble l'interface de diffusion par IP et non pas un acteur tiers qui ne respecte pas ou ne collabore même pas forcément dans l'intérêt des éditeurs. Radio Player, à l'origine, est un projet imaginé par l'industrie anglaise, en place outre-Manche depuis une dizaine d'années, et qui s'est décliné dans plusieurs pays, dont la France, depuis le 8 avril 2021. Alors Yann, un Radio Player français, c'est quelque chose qui paraissait pour beaucoup évident et nécessaire, mais pas facile à mettre en œuvre. Déjà, comment l'initiative s'est-elle concrétisée? Je veux dire, depuis combien de temps ce projet est-il dans les cartons, et qu'est-ce qui a fait que la quasi-totalité des groupes radio français s'est enfin décidé à collaborer sur le plan technologique? C'était effectivement une nécessité et depuis longtemps, les radios réfléchissent à une solution pour se réunir au sein d'une application qui serait présente à la fois sur un site, mais aussi sur le mobile, dans la voiture, sur la télé. C'est un projet qui est devenu plus concret il y a à peu près 1 an et demi maintenant et qui s'est concrétisé par la création d'une société que je dirige, qui s'appelle donc Cosmos et qui a été lancée l'été dernier. En 6 mois, on a réussi à tous se mettre d'accord sur un modèle, sur des fonctionnalités, sur des règles de fonctionnement. Et je pense que c'est une très bonne chose pour l'industrie radio et aussi pour les auditeurs. Alors je vais avoir du mal à être objectif, mais bon, vraiment, moi je le dis sincèrement, pour un lancement, en fait, on pouvait pas s'attendre à mieux, tellement il y a quand même une très bonne proposition dès le départ, conforme à ce qu'est Radio Player ailleurs. Mais forcément, j'ai quelques réticences que j'avais déjà exprimées, et on va en parler ensemble. D'ailleurs, parmi les différents retours que j'ai pu percevoir, il y a surtout la question de l'ergonomie pour l'écoute des podcasts sur smartphone. Pas possible de télécharger des épisodes ou de créer des listes de lecture, par exemple, ou le fait que le catalogue est restreint. Il n'y a pas Skyrock, il y a assez peu de radios associatives, pas de radio étrangère. À noter aussi que la version web est assez basique, très basique, pas de favoris, pas de podcast. Bon, on se doute que Radio Player France sera de mieux en mieux, petit à petit, que tout ne peut pas être opérationnel dès le début. Pour qu'on comprenne bien le positionnement de la plateforme, est-ce que tu peux nous dire globalement quelle est la feuille de route à court, moyen et long terme pour Radio Player ? Alors, vous l'avez compris, la priorité pour Radio Player France, c'est d'être présent sur tous les supports et dans un temps réduit. Parce qu'il y a déjà des plateformes qui existent sur le marché depuis maintenant 10 ou 15 ans et on avait vraiment un retard à combler dans le domaine. C'est pourquoi, en 6 mois, on a déjà réussi à lancer une application mobile présente sur iOS, Android, Samsung, Huawei, un site internet, vous l'avez dit, sur des applications d'enceintes connectées, une skill sur Alexa, sur la Smart TV comme Android TV ou encore dans les voitures avec Apple CarPlay, Android Auto et Android Automotive. Donc pour ça, on s'est appuyé
sur l'expertise des Anglais, comme vous l'avez dit précédemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura de nombreuses évolutions à venir d'un point de vue produit sur Radio Player France. Le site internet a été lancé un peu dans une logique de répondre à un besoin pressant qui est d'avoir, sans publicité rajoutée, l'ensemble des radios pour leur flux live sur une interface web en desktop ou en mobile. Mais pour autant, vous l'avez dit, c'est une version assez simple, un peu plus site vitrine, site d'écoute live qu'un véritable portail complet d'écoute. Des évolutions auront lieu dans les semaines à venir sur le site internet pour intégrer le podcast entre autres, et puis un peu revoir l'ergonomie de ce portail. De nombreuses fonctionnalités aussi arriveront prochainement sur l'application mobile. On est sur une version 1 qui a déjà de nombreuses fonctionnalités, qui permet l'écoute de 115 000 épisodes de podcast à tout moment. C'est d'ailleurs l'offre la plus riche au niveau de l'ensemble des radioplayers en Europe. Donc, ce qui est plus compliqué en fait pour nous à l'heure actuelle, c'est d'intégrer ces 115 000 chroniques et émissions dans une application qui a été conçue pour le live. Donc, on travaille actuellement avec Radio Player en Angleterre, avec l'ensemble des groupes radio français présents dans notre application, pour vous proposer à vous et à tous les auditeurs des ondes Vocast une nouvelle application de Radio Player complètement revue sur la partie des replays et des podcasts dans le courant de cet été. Pour répondre à votre interrogation sur le manque de certaines radios, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Radio Player France est ouverte à toutes les radios qui le souhaitent à partir du moment où elles ont à minima une fréquence FM ou DAB+. C'est le cas de Skyrock, c'est le cas des associatives. Concernant Skyrock, on est en très bon terme avec Pierre Bélanger, le président de Skyrock, mais qui n'a pas souhaité rejoindre Radio Player France pour le moment. La porte est grande ouverte pour Skyrock, les auditeurs de Radio Player réclament Skyrock, donc on continue les échanges avec cette belle radio. Concernant les associatives, vous avez déjà une vingtaine de radios présentes au sein de Radio Player France. On est en échange avec les syndicats de radio associatives qui, bien sûr, peuvent nous rejoindre au moment où elles le souhaitent au sein de ce portail qui réunira, je l'espère très bientôt, l'ensemble des radios françaises. En tout cas, c'est notre objectif à court et moyen terme pour Radio Player France. Alors, le sujet Radio Player a fait pas mal réagir les auditeurs des ondes Vocast. J'ai eu un message par mail, contact@vocast.fr, d'une personne aveugle qui utilise VoiceOver sur l'iPhone. Elle était un peu déçue de ne pas pouvoir pleinement utiliser Radio Player. Si cette personne-là nous écoute, est-ce que tu saurais lui indiquer pour quand sont prévues les fonctionnalités visant à améliorer l'accessibilité ? Alors, je confirme que la fonctionnalité de VoiceOver est prévue dans une prochaine version de Radio Player. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, on a à faire pour avoir une meilleure expérience pour les personnes malvoyantes au sein de notre application. Ce que je peux vous dire, c'est que ces évolutions sont prévues dans les semaines à venir. Alors, un des enjeux principaux est de proposer Radio Player partout, d'être le choix par défaut sur un maximum d'appareils, et particulièrement en voiture, qui représente environ la moitié du volume d'écoute de la radio. Mais à mon sens, le plus important serait aussi l'adoption, le plébiscite côté auditeur, afin de capter l'audience des plateformes comme TuneIn. Et première étape, une grosse campagne de communication diffusée par les radios à partir de fin avril 2021. Vous aimez l'info, le foot, les débats? Vous aimez RMC et d'autres radios? Téléchargez Radio Player France. Radio Player France, 200 radios, 600 web radios et plus de 100 000 podcasts en une seule application. Disponible dès maintenant et gratuitement en téléchargement. Vous aimez la radio? Les podcasts? Alors la musique, l'info, la météo, les interviews, les débats, les reportages, les enquêtes, les analyses, vous aimez? Eh bien, on vous offre le player. Radio Player France, 200 radios, 600 web radios et plus de 100 000 podcasts en une seule application. Disponible dès maintenant et gratuitement en téléchargement. 200 radios, 600 web radios et plus de 100 000 podcasts en une seule application. Radio Player France, la seule appli radio gratuite, idéale pour écouter Nostalgie où que vous soyez. Disponible dès maintenant et gratuitement en téléchargement. Les concerts de Coldplay. Toute l'histoire de la guerre froide, l'actu en Islande, les directs des JO d'hiver, l'hibernation des marmottes. Tout ça dans une seule appli radio gratuite. C'est frais, non? Radio Player France, 200 radios, 600 web radios et plus de 100 000 podcasts en une seule application. Disponible dès maintenant et gratuitement en téléchargement.
Alors une campagne promotionnelle qui a permis de rebooster les applications sur les stores. Comment tu vois les choses, Yann, pour la suite? Est-ce que vous allez chercher à convaincre et avoir le plus d'utilisateurs possible, ou est-ce que l'objectif est avant tout de travailler du côté des constructeurs, des entreprises technologiques, pour que Radio Player soit une porte d'accès à la radio par défaut? Eh bien, Anthony, je vais vous faire une réponse de Normand que je suis, c'est-à-dire que sur les deux côtés, Je m'en doutais. forcément. Donc, on va chercher à convaincre tous les auditeurs de rejoindre Radio Player France, et pour cela, une grosse campagne de communication ne suffit pas. On a beau avoir un accès et des accords avec presque l'ensemble des radios françaises aussi dans la diffusion de messages promotionnels, si le produit n'est pas bon, si le produit n'est pas présent sur l'ensemble des plateformes d'écoute des auditeurs, et si ce produit-là, Radio Player France en l'occurrence, ne propose pas les radios que les auditeurs aiment, on n'a aucune chance de succès. Donc le plus important pour moi, c'est d'avoir un produit qui évolue en permanence, c'est d'avoir une visibilité et de prouver par A plus B que pour un auditeur lambda, on a une proposition meilleure que les autres plateformes d'écoute de la radio sur les stores. L'autre point sur lequel je souhaite mettre en avant, c'est que pour le coup, Radio Player France vit de par la participation des radios qui souhaitent être présentes sur notre système, ce qui signifie qu'on ne propose pas de publicité au sein de nos applications. Il n'y a pas de publicité à ajouter par rapport aux différentes pubs diffusées, présentées par les radios. Donc ça, c'est un point très important. Quand vous êtes un auditeur de Radio Player France, vous avez, par rapport à une autre appli d'écoute de la radio sur les stores, moins de publicité. Oui, mais ça c'est pas très bien compris par les auditeurs, et on peut pas leur en vouloir, parce qu'en fait, comme chaque radio décide s'ils mettent du pré-roll ou pas, et en fait, finalement, il y en a quand même. Et je le comprends, et d'ailleurs, on travaille à des pistes avec les éditeurs radio pour améliorer l'intégration de la publicité sur les différents streams. Ce que je peux vous dire d'une manière très concrète, c'est que lorsque vous ouvrez Radio Player France, vous n'avez pas d'interstitiel ou de publicité au moment de l'ouverture de l'application, ou d'affichage de publicité en bannière au sein de notre application. Et les seules pubs que vous pouvez entendre sont celles effectivement diffusées par les radios par le biais du pré-roll audio. Mais je vous rejoins, on a peut-être en termes de communication un peu à revoir. Pour revenir sur votre question précédente sur des accords en B2B avec les constructeurs, c'est vrai qu'à la différence d'autres pays de Radio Player, nous, on essaie vraiment d'avoir une approche en B2C vis-à-vis des auditeurs, et aussi en parallèle une approche en B2B. Et c'est pour ça qu'on a des négociations au niveau de l'Europe avec les GAFA pour une meilleure intégration sur les enceintes connectées. Et on travaille aussi, chaque pays de Radio Player et moi pour la France, avec les constructeurs auto, pour que Radio Player soit présent dans les voitures du futur, mais qui ne sont pas dans un futur lointain. À partir de 2022-2023, vous aurez dans la plupart des voitures qui sortiront des usines un système qui s'appelle Android Automotive, et l'idée, c'est d'être proposé au sein de ces environnements sur l'ensemble des constructeurs auto. Et Radio Player a déjà au niveau de l'Europe des accords avec le groupe Volkswagen et BMW par exemple. Alors sur le premier mois, donc pour les 30 premiers jours, on va dire, il y a eu environ plus de 50 000 téléchargements sur le Google Play Store, plus de 800 avis avec une note moyenne de 4,2 sur 5. Du côté de l'App Store, 2000 avis pour le premier mois, pour une moyenne de 4,6 sur 5. Peut-être que tu as des chiffres plus précis à nous donner, mais globalement, la sortie de Radio Player est une réussite pour toi. Quels étaient les objectifs de lancement et quels sont les objectifs d'audience à terme? Au-delà des chiffres, ce qui est très important, c'est que les gens qui téléchargent notre application l'utilisent et sont satisfaits de cette utilisation. Parce qu'on peut tous acheter, vous le savez, des téléchargements sur les stores. C'est assez simple de faire monter sa moyenne, d'acheter des avis, d'acheter des téléchargements. Sur le point de vue du produit, c'est plutôt une réussite. Sur le point de vue des téléchargements, je trouve aussi que c'est plutôt un bon score. Il y a 2 événements qui ont boosté les téléchargements. C'est la conférence de presse de lancement avec une reprise dans de nombreux médias, et effectivement la campagne de communication qui a eu lieu à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, qui est très important pour moi et pour toutes les radios présentes au sein de notre application. C'est que véritablement les utilisateurs qui s'en servent chaque jour soient satisfaits de cette appli et la recommandent à leurs voisins. Alors ça prendra du temps, hein. Comme je vous le disais au début de cette interview, on a des concurrents qui sont installés sur le marché depuis 10 ou 15 ans. Il y a des places en termes de référencement sur les stores qui sont bien occupées depuis plusieurs années. Donc on a un référencement qui était très compliqué les premiers jours du lancement, qui s'est fortement amélioré dans les jours suivants, et je pense qu'on va avoir une montée en puissance de notre application sur les semaines et sur les mois à venir. On est au tout début de l'aventure. Alors je vais revenir un peu sur
sur ce qu'on avait déjà un petit peu évoqué avant, mais est-ce que tu sais si à l'avenir, afin de favoriser l'adoption de Radio Player, est-ce que tu sais si la plateforme va vraiment proposer quelque chose de vraiment différenciant face aux autres agrégateurs, donc justement des flux sans pré-roll ou même du contenu exclusif? Est-ce que tu sais s'il y a ces logiques-là pour la suite? Je pense que déjà à ce jour, on a des éléments qui sont différenciants face aux autres plateformes. La question de la publicité que j'ai abordée il y a quelques minutes en fait partie. Et puis surtout, on est la seule plateforme à avoir une relation directe entre les radios et les auditeurs, ce qui fait qu'on sera, et on est d'ailleurs sur un bon nombre de radios, beaucoup plus complet au niveau des métadonnées qu'on apportera. On a des connexions directes avec les logiciels de diffusion des radios, ce qui nous permet de proposer des grilles des programmes complètes, ce qui nous permet de proposer aussi du replay quelques minutes après la diffusion de chaque émission. On a pour volonté surtout d'améliorer la qualité de diffusion des radios. Souvent, les plateformes qui reprennent les flux des stations le font dans des qualités audio et des qualités de présentation qui ne sont pas suffisantes pour les stations. Moi, j'ai vraiment envie qu'on axe Radio Player France sur l'efficacité. Je lance ma radio en moins de 10 secondes, sur la qualité du flux proposé. Donc, j'aimerais bien qu'on ait des qualités en haute def, mais vraiment en haute def, comme peuvent le faire les plateformes de streaming type Deezer, Spotify ou d'autres. Donc, vraiment avoir une amélioration de la qualité audio, avoir une amélioration de la stabilité des flux pour qu'un auditeur en situation de mobilité, la voiture principalement, puisse changer de radio en quelques secondes, puis qu'on ait des fonctionnalités très innovantes comme du start-over. La fonctionnalité de start-over, elle nécessite un prérequis, c'est que l'ensemble des stations de radio, ou du moins celles qui veulent faire du start-over, proposent des flux en HLS. Quand on est sur du format en HLS, on est plutôt sur de la lecture de micro-fichiers et qui, ensemble, rassemblés, permettent d'avoir un format audio. Le format en HLS est un format très différent en termes de streaming. Toutes les radios ne sont pas compatibles et c'est un prérequis pour proposer le start-over. Donc, on envisage un lancement pour cet été aussi. On réfléchit aussi effectivement à des offres avec du contenu présent rapidement sur Radio Player France et un peu moins rapidement sur d'autres plateformes, ou alors des flux sans pré-roll. Ça dépend de la stratégie vraiment de chaque radio. Radio France a une sorte de politique de mise à disposition des contenus. Est-ce que tu sais s'il y aura des préférences sur Radio Player? Est-ce qu'il y aura une plus longue disponibilité? Est-ce qu'il y aura même tout le catalogue Radio France sur Radio Player ou... Chaque acteur radio négocie avec nous la présence de ces contenus sur la plateforme. La durée de présence de ces contenus est à minimum sur Radio Player France d'une durée d'1 mois, mais chaque éditeur est libre de mettre autant qu'il le souhaite sur la plateforme. L'idée, effectivement, c'est d'avoir l'ensemble du catalogue de l'ensemble des radios. Maintenant, on n'a pas de stratégie identique sur l'ensemble des radios là-dessus. Bon, dernier point, je vais un peu revenir sur la question qui fâche un peu, pour vraiment essayer d'y voir plus clair sur la situation. On retrouve certes une très large partie de l'offre radio française, puisque les 6 principaux groupes, Altis, Lagardère, M6, les Indés Radio, Énergie Group et Radio France se sont associés. Les autres radios peuvent être intégrées, moyennant une contribution financière. Certaines semblent avoir accepté de rejoindre Radio Player, comme Radio Classique et Radio Nova, mais aussi certaines demandent à accéder à la gouvernance. Alors comme on le précisait dans le précédent épisode, publié le 1er mai, on peut comprendre qu'en intégrant de plus en plus d'acteurs au processus de décision, ça peut créer de plus en plus de complications. Celle qui marque le plus par son absence, c'est Skyrock. C'est vrai qu'on n'a pas dit très clairement pourquoi Skyrock refusait d'intégrer Radio Player. Est-ce que c'est un problème sur un certain déséquilibre, une plus faible position face aux autres groupes? On a eu des échanges avec Skyrock sur le premier trimestre 2021. On en a toujours à l'heure actuelle. Non, on n'est pas vraiment sur ces questions-là avec Skyrock. On est plutôt sur une stratégie de l'entreprise qui, pour le moment, souhaite privilégier d'autres acteurs que Radio Player France. Donc, il n'y a pas de malentendu avec Skyrock ou de fâcherie ou de problème. C'est pas un problème de gouvernance pour Skyrock. J'ai pas l'impression qu'on soit sur ces problématiques-là. Parce que pour les associatifs, c'est un problème de gouvernance. On est d'accord. Pour les associatifs, le problème est un peu plus complexe puisqu'on a une prise de position des syndicats qui représentent une partie des associatives. On a déjà, comme je vous le disais, une vingtaine de radios présentes sur Radio Player France. D'ailleurs, toutes les radios qui le souhaitent peuvent nous contacter. On n'a pas de souci avec ça. Concernant les syndicats des associatives, il y a effectivement une demande de leur part d'entrer dans la gouvernance de Radio Player France. Nous, on leur propose des garanties pour s'assurer de la visibilité de leur contenu et on n'a pas de souci à s'engager là-dessus. Les échanges restent ouverts avec les associatives et on les accueille dès que possible avec plaisir au sein de Radio Player France.
Bon, merci Yann d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Anthony, merci beaucoup. On continue de parler de la radio sous toutes ses formes, après avoir parlé du numérique, du développement du DAB+ national avec Olivier Audoux, puis de Radio Player avec Yann Le Garçon, DG de Cosmos. Pour terminer, nous allons maintenant parler de podcasting et plus précisément des modèles ouverts et fermés de cet écosystème avec Benjamin Bellamy, fondateur de Adores et de Castopod. Bonjour Benjamin. Bonjour Anthony, merci de me recevoir. Alors le podcasting existe depuis près de 20 ans, la possibilité d'écouter des émissions produites par des radios ou autres à la demande sans contrainte de temps représente une véritable révolution. Avec le podcast, l'auditeur n'a plus à s'adapter selon la programmation horaire des radios. Il écoute quand il veut et où il veut ses émissions, ses contenus préférés. Apple est considéré comme l'acteur majeur de l'écosystème du podcast, mais Apple ne participe pas vraiment au développement du média. Si Apple Podcast est longtemps resté l'application de référence pour écouter des podcasts et si son catalogue a longtemps été considéré comme le point de ralliement de tous les contenus, Apple Podcast n'avait, jusqu'à la mi-avril 2021, pas du tout évolué sur le plan technique. Ce qui, paradoxalement, a été une bonne chose, car tout un marché a pu se développer sans blocage lié à un potentiel monopole. Historiquement, la diffusion d'un podcast s'opère sur un modèle dit ouvert, c'est-à-dire que la publication comme la lecture des fichiers audio peuvent être effectuées par n'importe quel acteur qui adopte le standard, le fameux fichier RSS. Chaque éditeur est libre sur le plan technique quant à la façon de mettre à disposition les contenus, et les auditeurs sont libres quant à la façon de les lire. Ils ne sont pas contraints d'utiliser une application spécifique. Mais cette situation est en train de changer avec Spotify qui ne cache plus ses ambitions de leader du secteur et Apple Podcast qui lance des abonnements payants. Ainsi, ces géants semblent de plus en plus vouloir enfermer éditeurs et auditeurs dans leur environnement propriétaire respectif, sans passerelle échappatoire. Toi, Benjamin, ton parti pris, c'est que ces récents changements représentent un risque. Effectivement, Anthony, le podcast n'est plus qu'un mot à la mode, il est en train de devenir une véritable industrie. Partout dans le monde, on voit des podcasteurs, individuels ou non, qui réussissent à vivre de leur travail. Et c'est maintenant qu'ils doivent choisir leur voie entre un podcast que je qualifierais d'ouvert et un modèle cloisonné. Si on remonte quelques décennies en arrière, lorsque Internet et le web étaient encore jeunes, tout était ouvert et connecté. N'importe quel logiciel client pouvait se connecter à n'importe quel serveur pour autant qu'il parle le même protocole. Internet était ouvert avec peu de barrières, mais personne en tant qu'individu n'en vivait. Après l'an 2000, on a commencé à voir apparaître de nouvelles plateformes qui offraient aux créateurs de contenu des moyens de gagner de l'argent. Et à cette échelle, c'était vraiment révolutionnaire. YouTube est sans doute la plus célèbre d'entre elles. Elle a créé un nouvel écosystème et un nouveau marché qui n'existait pas auparavant. Ça a permis à des milliers d'artistes d'obtenir une juste rétribution de leurs œuvres. Mais pour accéder à une expérience qui soit à la fois simple et complète, où ils pourraient accéder à tous les outils dont ils ont besoin, ils ont accepté d'être enfermés dans des silos fermés et souvent sans s'en rendre compte. Quand vous êtes sur YouTube, YouTube c'est la loi. C'est lui qui décide combien vous gagnez, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et finalement, votre seule liberté, c'est d'en sortir. Après, il faut pas être manichéen. Tant que vous comprenez les limites et que vous êtes d'accord avec les conditions générales, il n'y a pas de problème. Internet, c'est un pays libre. Justement, le problème survient quand vous n'avez plus vraiment le choix. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec les CGU, que vos raisons soient légitimes ou non d'ailleurs, vous n'avez nulle part où aller parce que YouTube a un monopole, alors votre liberté de création, elle est attaquée. Mais revenons-en au podcast. Parce que le podcast n'a pas évolué depuis 2 décennies, il est encore fortement décentralisé. Vous pouvez héberger votre podcast n'importe où ou l'écouter sur le logiciel de votre choix. Ainsi, il est toujours ouvert, comme Internet l'était globalement dans les années 90. Mais il n'est pas facile d'en tirer de l'argent. Et donc, ce qui s'est passé avec la vidéo, pour toi, le scénario est en train de se répéter avec l'audio maintenant. C'est un risque. Apple a lancé récemment un système qui permet aux podcasteurs de monétiser leur contenu en vendant des abonnements annuels à leur public. Ne vous inquiétez pas, Apple s'occupe de tout. Mais qu'en est-il de vos auditeurs qui n'utilisaient pas Apple Podcast ? Ils sont exclus. Soit ils sont perdus à jamais, soit ils doivent accepter de se convertir à Apple. Le même type de scénario semble se produire sur Spotify où certains podcasts ne sont plus disponibles ailleurs. Mais la nouveauté fondamentale par rapport à la vidéo, par exemple, c'est qu'on assiste à une YouTubisation d'un écosystème qui a déjà été ouvert, décentralisé et très actif. D'accord, mais en réalité, ces sociétés ne font que répondre à un besoin marché. Jusqu'ici, le podcast n'a
n'a qu'un faible poids économique. Comment le podcast pourrait se développer en environnement ouvert, sachant qu'un environnement ouvert, c'est une multitude d'acteurs, donc pas d'homogénéité, et donc des difficultés sur la facilité d'usage, la mesure d'audience, etc. Au fond, ces solutions qu'on appelle solutions fermées, en fait, elles permettent de créer de la valeur, non ? Bien sûr, c'est une solution, mais c'est pas la seule. Il existe plusieurs façons de le faire, tout en gardant des choses ouvertes et décentralisées. Par exemple, Podcast Index a montré en quelques mois seulement qu'il est possible d'apporter de nombreuses innovations ouvertes et d'apporter de nouvelles fonctionnalités à l'ensemble des acteurs du secteur. Si vous allez sur newpodcastapps.com, vous pourrez constater qu'Internet ouvert, ça marche, et en l'occurrence, que ça fonctionne même mieux que les récentes innovations d'Apple Podcast. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Podcast Index, c'est un projet qui veut pousser une sorte de nouveau standard pour le podcasting, donc ouvert à tous. Totalement. Par exemple, ça a permis de mettre en place un système de dons entre auditeurs et podcasteurs grâce au réseau Lightning. Autre exemple que l'on avait déjà évoqué ensemble, web monétisation, qui est un autre moyen de rétribuer un podcasteur avec du vrai argent, où les auditeurs paient un abonnement mensuel fixe et une rémunération fonction du temps d'écoute. Le système de flux privé par abonnement, il me semble que des ondes Vocast utilise ce système, est un système qui est également totalement ouvert. Le système de tipping ou pourboire sont également très en vogue dans le monde du podcast. Et bien sûr, la publicité, qu'elle soit lue par l'hôte, donc ce qu'on appelle host read, insérée dynamiquement ou affichée, fonctionne parfaitement dans un écosystème multiplateforme décentralisé. Eh bien, merci Benjamin pour cet éclairage. Ton article en lien avec ton intervention est dans la description de l'épisode. Et puis, je rappelle que tu étais déjà intervenu dans Des ondes Vocast. Tu nous avais présenté Castopod, une solution gratuite et open source d'hébergement de podcasts. Donc, rendez-vous sur castopod.org. C'est la fin de ce numéro des ondes Vocast sur le thème Plus de radio, 4e émission à l'occasion de la fête de la radio. Pour la 5e de cette série spéciale, vous retrouverez Eddy de Radioscope et Thomas de Mediastory. Un épisode qui sera légèrement décalé, j'espère que vous apprécierez. Vos réactions par mail, contact@vocast.fr ou via le formulaire du site web vocast.fr. Des ondes Vocast.